À quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? T'as déjà été méchante avec des gens? Tu t'es pris des râteaux, toi? T'as des souvenirs de ta maternelle? Qu'est-ce que tu penses de ta propre voix? Tu t'es déjà battue? Quel est l'artiste mort dont tu détestes le plus le travail? Qu'est-ce que je veux, papa? Anna Oui, Girardot, bonjour. bonjour. À quel point t'es contente d'être ici sur une échelle de 1 à 10? Oh, 10. 10? Ouais. C'est-à-dire que rien ne pourrait te faire plus plaisir que d'être ici. Ah, je passe une bonne journée, donc chaque Ouais. étape de cette journée a une note maximale. Et t'as fait de quoi d'autre de sympa alors depuis ce matin, si c'est pas indiscret? J'ai reçu des Ouais. mails positifs. Et ça a une valeur incroyable. Genre, on t'a dit oui. Genre, on m'a dit oui, Et il y a encore des fois, on dit non. bien sûr. Et ça, c'est C'est pas c'est moins c'est- agréable. c'est moins, c'est moins sympa. Ouais. C'est moins sympa. Mais j'ai l'impression qu'il y a des journées comme ça où tout le monde t'annonce ça va pas marcher, Oui. non, ça coince. C'est Ouais. des journées comme ça. Puis il y a Ouais. des journées où c'est oui. Oui, c'est machin. J'adore. J'aimerais bien qu'ils ferment leur gueule là-bas. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... Chut. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a senti une petite agressivité dans ma voix là? Non, mais c'était marrant le chut. T'as pas dit, est-ce que vous pouvez parler moins fort? Ouais, chut, c'est agressif. Ouais. C'est parce que j'étais un petit peu agacé, je pense. Tu t'agaces vite. Là, oui, ouais. Mais non, mais dans l'ensemble, non. Mais je peux avoir la moutarde qui montonnait, ouais. Ah, vite, moi aussi. Vite, ça ouais. peut m'arriver, je comprends. T'aurais pu faire ce que je viens de faire ou pas là? Non. Trop gentil. Ouais. Ouais. Mais avec mes proches qui m'aiment le plus. Oui. Ah. C'est fou, c'est affreux, mais avec eux, malheureusement, ça monte très, très, très vite. T'es plus méchante avec tes proches qu'avec des inconnus. Oui. Non, j'ai pu être méchante avec des. Non, pas méchante, mais j'ai pu me défendre avec autorité avec des inconnus dans le bus. Les bus et les métros, c'est des endroits où comment on dit, l'incivilité, ça me rend folle. T'as un exemple particulièrement marquant d'incivilité que t'as arrêté grâce à ta grosse voix? Bien sûr. Bah, moi, à chaque fois que je vois déjà, dès qu'il y a une femme enceinte qui monte dans un bus et que personne lui donne la place, ça me rend folle. Donc, en général, je vais voir le premier homme qui a entre 30 et 40 ans, qui a l'air en pleine forme, et je lui dis, alors monsieur, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais madame est enceinte. Il serait bien temps de se lever et de lui donner la place. Et il y en a qui disent non. Là où c'est difficile, c'est quand c'est des gens que... Ça m'est arrivé, moi, qu'on me demande de me lever et tu vois pas vraiment pourquoi. Mais on n'est pas tombé l'un sur l'autre dans un bus. Non, mais je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'a demandé une fois comme ça de me lever et j'ai dit oui et en fait là la personne a avancé son bras et il y en avait plus. Il y avait plus de bras et donc c'était une raison très valable. Mais dans un premier temps. Bah pourquoi? Pourquoi tu vois? Pourquoi vous et pas moi? Pourquoi vous et pas moi? Ah d'accord. Voilà, absence de bras, très bonne raison. Très bonne raison de donner sa place dans le métro. T'es né en août 1988. Ouais. Il y a 2 autres personnes connues qui sont nées en août 1988. Est-ce que tu sais qui c'est? Pas Aurel San qui est né le même jour que moi, je crois. Ah oui, mais pas la même année. Ah oui. Par ailleurs, t'es né le jour de la fête nationale suisse. Voilà. Oui. C'est une petite info qu'on peut donner. J'ai jamais fêté mon anniversaire en Suisse, mais je me dis que ça ça vaut la peine. Tout le monde est là pour moi. Tout le monde fait la fête. Non, il y a 2 personnes connues qui sont nées le même mois. La première, c'est Marina Rollman. Oh. Chic. Très chic. Et l'autre, c'est le monsieur qui joue le roux dans Harry Potter. Rupert Grint. Le troisième des trois. qui est roux. C'est mon préféré. C'est le moins sexy. Non, il est sexy, il est différemment. Ouais, mais moi j'aime bien les personnages sexy différemment. Ouais. Il est drôle, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Il est pas visuellement, peut-être qu'il peut plus se discuter que certains autres. Mais il a de l'humour. Mais sur le fond, c'est très bien. Et il y a 3 personnes connues qui sont décédées le mois de ta naissance. Basquiat et Françoise Dolto. Ah bon? Le même mois. Fun fact de très haute qualité. Waouh. Et une 3e personne, mais alors je sais pas, c'est Pauline Lafont, qui est la fille de Bernadette Lafont. Bien sûr. Qui est tombée par terre. Enfin, qui est tombée dans un trou. Bon, ça commence bien avec les dates et les décès. Est-ce que tu sais de quand date ton premier souvenir? Premier souvenir. La première chose dont tu te souviens de l'histoire de toute ton existence. Toute ma vie. Eh ben, je me souviens très bien de l'appartement dans lequel j'ai grandi. Donc de mes 1 à 3 ans. Oui. Ce qui est bizarre, c'est normalement on se souvient pas. Oui. Et alors je me souviens, c'est très bizarre. Je me souviens que je faisais un rêve récurrent à cette époque. Oui. Que mon lit rentrait dans un mur, se retrouvait dans une cour, et là je parlais avec deux
2 sans-abri, mais assez romancés. Tout était en noir et blanc. Oui. Et ils avaient des grands chapeaux, des moustaches, et il y avait des poules. Et la cour en briques, c'était vraiment la cour de mon immeuble du 13e. Oui. Et donc un jour, j'en ai reparlé à mon père. Je disais, tu sais que j'ai un souvenir très, très, très concret et précis de ça. Et alors, il s'avère que j'ai appris récemment que l'appartement de mes parents était tout petit. Et donc, quand je suis née, puisqu'il n'y avait pas de chambre pour moi, ils avaient loué le studio qui était séparé de l'appartement, mais sur le même palier. Oui. Donc, en fait, j'étais séparée de l'appartement de mes parents par une cour. Oui. Et à l'époque, mon père, il me montrait Groucho Marx. Oui. Et donc, en fait, les sans-abri romancés, c'était Groucho Marx. Oh, mais il te laissait toute seule dans la chambre, dans le studio. À demain. Et voilà. Et allez, voilà. C'est peut-être pour ça que tu rêvais que tu rentrais dans le mur. Peut-être que j'essayais d'entrer chez mes parents. Ouais. Et oui. Peut-être que j'allais faire une psychanalyse à propos de ça. Mais bon, après, il m'a dit le palier était vraiment pas grand. Oui. Donc il faut imaginer que c'est comme une maison. C'est pareil. Ouais. Ça, c'est les limites qu'on se donne, nous. Mais en vrai, c'est pas grave. Donc ton premier souvenir, c'est un rêve. Ouais. Et t'en as parlé d'ailleurs à des gens qui analysent ce genre de choses? Non, mais j'ai réalisé je sais qu'il ne faut pas qu'on parle de mon métier, mais j'ai réalisé un podcast, une fiction sonore qui s'appelle Babyphone, oui. Et dans laquelle le couple de Parisiens s'installe à la campagne et découvre une pièce secrète dans laquelle il y a une chambre d'enfants complètement abandonnée mais en état, et dans laquelle il y a des vieux babyphones des années 80. Oui. Et mon décorateur a réussi à me trouver des vieux babyphones des années 80. Je les ai ramenés chez moi. Mon père vient boire un verre à la maison. Et il fait, mais c'est dingue, c'est le même babyphone que tu avais quand tu étais petite. C'est là où je lui ai dit, mais pour un babyphone, on vivait dans un tout petit appart. Oui. Ben parce qu'en fait, tu n'étais pas dans l'appartement, tu étais dans le studio en face. Et donc, j'ai écrit moi-même, 30 ans plus tard, un film où la chambre de l'enfant est dans un truc à part avec le babyphone qui était le vrai babyphone. C'est bizarre. Donc, peut-être qu'il faudra un jour en parler à quelqu'un. Ça, en tout cas, c'est sûr que ça doit plaire énormément aux psychanalystes. Et qu'ils c'est vrai. Un truc. T'es la fille de 2 personnes connues, on pourrait dire, Hippolyte Girardot et Isabelle Rotero, qui sont tous les 2 acteurs. Otero. Comment? Otero. J'ai entendu dire Rotero. Ah oui, pardon, Isabelle Otero. Ouais. Ah pardon, Otero. Espagnol, claro. Tu parles espagnol? Tu peux, ouais. Oh, si. Non, j'ai vécu en Colombie, donc j'ai donc t'as un accent plus latin. Oui, je fais pas les cetas, je fais les cetas. La cetas. Ouais. C'était comment d'avoir des parents connus? C'était uniquement sympa ou il y avait des choses pas sympas? Non, c'était pas. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que. En fait, je comprenais qu'on les voyait à la télé parce qu'on réunissait souvent des amis chez ma mère pour voir ces films. Mais je trouvais ça traumatisant parce que les films de mon père, une fois sur 2, le réal le mettait à poil. Alors j'étais genre c'est horrible. Et ma mère, elle avait fait ce film où elle perdait son enfant et là elle pleurait, mais avec en plus elle jouait tellement bien et je voyais la peine que ma mère ressentait à la perte d'un enfant. Alors je me souviens d'être partie en hurlant de la pièce tellement ça m'avait traumatisée. Donc c'était plein de je voyais plus les persos que mes parents jouaient et après j'aimais bien les accompagner sur les tournages. J'aimais bien les accompagner. J'adorais les tournages en fait. J'adorais ça. C'était un endroit que j'adorais. T'as un souvenir d'un tournage en particulier où t'es allée quand t'étais petite? Je me souviens que mon père avait fait un film qui s'appelait Le Bel Été 1914 et c'était un film en costume et c'était hors de Paris, je sais plus où c'était, mais c'était beau, le décor, c'était dans un château et je trouvais ça dingue. Et j'essaie de me souvenir de l'acteur avec qui il jouait, mais qui était comment il s'appelait?
il était beau et j'étais complètement amoureuse de lui. Il jouait son fils ou un truc comme ça. Et je me souviens très bien de ce tournage-là. Puis après, j'ai continué les tournages de ma mère qui avait fait une série qui s'appelait Diane Femme Flic, que j'adorais parce que c'était un commissariat. Et il y avait le bureau du mec un peu scientifique dans lequel il y avait plein de bocaux avec, tu sais, des fœtus ou des animaux un peu comme ça empaillés. J'adorais cet endroit. Tu sais, il y a toujours les faux papiers, les faux... et ça, enfin, tout cette espèce de monde imaginaire que les décorateurs créent. J'ai toujours adoré ça. Et encore aujourd'hui, même sur un de mes plateaux, je peux passer 1 heure à regarder, faire les lettres qu'ils ont écrites en disant c'est quand même fou le temps que ces gars passent à écrire des lettres qui sont plausibles par rapport à l'histoire, à l'écriture de l'époque et tout. C'est un travail. Je trouve que les accessoiristes et les décorateurs, ils font des travaux et qui des fois, c'est pour un plan ou c'est un peu au second. C'est vraiment pour une ambiance. Mais bien sûr, ça va être une enveloppe, mais il a écrit le bon nom du personnage avec la bonne adresse. J'adore. Et avec tes camarades, je sais pas, en maternelle, en primaire, est-ce que c'était le fait d'avoir des parents qui n'étaient pas tout à fait comme les autres? Non, ça c'était très désagréable, en vrai. Très, très désagréable. Ouais, parce que c'était horrible. J'ai toutes mes petites victoires, parce que j'en ai pas eu beaucoup à l'école, j'étais pas très forte. Mais toutes mes petites victoires, on me disait que c'était uniquement parce que mes parents étaient acteurs. J'avais eu le droit de faire partie on avait une chorale à l'école et on avait été sélectionnés, moi et d'autres élèves, à faire un album avec une chanteuse. Et mes copines m'avaient dit, ouais, mais de toute façon, c'est parce que tes parents sont acteurs. Et j'avais gagné un concours. En 1998, au moment de la Coupe du Monde, on devait faire un dessin qui représentait la Coupe du Monde et tous les élèves de toutes les écoles de Paris avaient eu le droit de participer. Et j'avais gagné la médaille d'or. De tous les gens. C'est ma seule médaille de ma vie. Et donc, le maire de Paris, à l'époque, était venu à l'école, me donner la médaille. Et mon dessin a été projeté au Stade de France à l'ouverture de la Coupe du Monde. Enfin, big deal. Et j'ai jamais savouré cette victoire parce que, pareil, tous mes potes d'école me disaient parce que tes parents ils sont acteurs. Et donc, en fait, j'ai cru ce qu'ils me disaient. C'est que de toute façon, si on choisissait pour quelque chose, c'était pas à cause de mon talent, mais du fait simplement que mes parents étaient acteurs. Ou alors, dès qu'on faisait des conneries au collège, c'était crois pas que tu peux t'en sortir de tout parce que tes parents sont acteurs. Tout était associé à ça. Donc, à un moment donné, ça m'a saoulée. Donc, mon bac en poche, moi, je me suis cassée très, très loin de la France. Je suis allée à New York, là où personne sait qui sont mes parents. Et donc, tout ce que je gagnais, c'était grâce à moi. Le dessin de la Coupe du Monde, tu l'as gardé? Non. Tu l'as acheté? Ça représentait quoi? J'avais fait un joueur de foot qui avait plusieurs couleurs de peau et plusieurs drapeaux sur le même vêtement. Enfin, j'avais essayé de réunir tous les pays en une personne. À la fois black, blanc, beurre, qui était le truc qu'on disait à l'époque, et à la fois toutes les nationalités du monde sur son maillot. Oui, ça paraît. Moi, je pense que tu méritais complètement ta médaille. Je sais pas à quoi il ressemble. Ça se trouve, c'est vraiment juste parce que le maire de Paris avait envie de rencontrer mon père. Il faut aussi accepter ce genre de choses. Si ça se trouve, tout ça, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que quand même, à l'époque, mon père, j'ai compris aussi que c'était un peu toutes les mères de mes potes, elles étaient folles, amoureuses de lui, quoi. Donc, il faut aussi se dire que peut-être. Certaines avaient envie de rencontrer Hippolyte Girardot et que si sa fille a gagné, peut-être qu'il va venir célébrer avec elle. J'ai accepté ça aussi. Mon dessin n'était pas non plus fou. Est-ce que tu as des souvenirs de ta maternelle forts? Maternelle? Oui. Alors oui, je me souviens très bien de ma maîtresse de maternelle. Comment elle s'appelait? Thérèse. Je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'allais même chez elle après l'école. J'ai un très bon souvenir de ça. J'étais très amie avec sa fille et on regardait des dessins animés. Elle était très gentille parce qu'en fait, je me faisais, comment on dit, bullied. Harcelée. C'est ça. Oui. Je me faisais harceler à la maternelle. C'est pas drôle du tout d'ailleurs, je sais pas pourquoi je rigole. Mais par 2 mecs de mon âge. Ce qui est fou, parce que j'ai un souvenir d'eux, je me souviens très très bien.
Et alors, je crois qu'il me volait mon goûter ou un truc comme ça. C'était qui Il s'appelait comment? Je sais qu'il y en avait un, et je crois que c'était Samuel et Raphaël. Et tu sais où ils sont aujourd'hui? Non. Mais si je les retrouve. Bah, vous retrouvez. Je peux te dire que... Mais du coup, Thérèse m'avait pris sous son aile. Voilà. Elle m'avait protégée. Contre Samuel et Raphaël. Contre Samuel et Raphaël. Ces deux petits bâtards qui veulent les goûter. Sale bâtard. Et tu t'es jamais vengé de Samuel et Raphaël? Non, j'ai pardonné. T'as pardonné. Ça m'a permis de rencontrer Thérèse. Oui. Et Thérèse m'a apporté beaucoup de joie et de bonheur dans mon enfance, donc tout va bien. Et est-ce que tu avais un amoureux à la maternelle? À maternelle? Non. C'est tôt, mais je me souviens qu'il y en avait. Enfin, qui commençait. Toi, t'avais une amoureuse à la maternelle? Non. Moi, la première, c'était il y a 3 semaines. Hein. Non, j'avais pas d'amoureuse à la maternelle. Primaire, après, il peut y avoir des. Oui, trucs. Primaire, oui. Ah ouais. Alors. Primaire, j'avais des crushs. Ah oui. T'avais des crushs sur Noé. Ah, je sais plus son nom de famille, mais j'étais très amoureuse de Noé. Et Noé était amoureux de toi? Je ne crois pas. Non, j'ai pas eu beaucoup de succès jusqu'à ce que je redouble la 3e. Avant ça, c'était un peu... C'était pas le grand succès. C'était pas le redoublement de la 3e parce que t'étais plus âgée. Et non, mais là, je suis revenue à l'école comme dans un film américain. Tu vois. J'étais la plus vieille. On me regardait avec admiration. Ouais. J'ai tapé dans l'œil de Kevin, qui venait de Biarritz, qui faisait du surf, qui était le beau gosse des 3e. Non, le redoublement de la 3e, ça a été ma grande revanche sur la vie. Donc, tu es contente d'avoir redoublé quelque part. Et je suis très heureuse d'avoir redoublé. Ça a apporté énormément de belles choses à ma vie. C'est fou, tu as décrit Kevin et je ne l'ai pas aimé tout de suite, immédiatement, parce que je me souviens d'un Kevin de ce genre de gars pour lesquels tout était facile, en fait. Ça, c'est un peu énervant. C'est un peu énervant. Et souvent, je me surprends à penser encore maintenant que j'aimerais bien que la vie ait pris une revanche sur eux. Quoi. Sur Kevin. Ouais, sur Kevin. Les Kevin. Et Kevin. Les Kevin, les genres Kevin. Et Kevin, tu sais où il est maintenant, lui, en revanche? Oui, il va très bien. Il est très heureux. Ouais. Et je sais pas je sais pas exactement où il est. Mais il a pas eu de problème dans la vie. Non. Voilà. Non, bah oui. Ouais. Non. Au collège, avant ton redoublement de 3e, t'étais pas cool. J'étais pas cool, mais... T'étais pas non plus bolos. Non. Très sympa pour les bolos. Non, j'avais un groupe de copines. On était 4. On s'appelait les Walou. Et on était drôles. On était très drôles. On s'amusait. Qu'est-ce qu'on s'amusait? On allait voir les Red Hot Chili Peppers tous les ans. On faisait des gages. Des gages? On disait des gages, ouais. Si jamais tu fais pas ça, tu dois faire ça. Ouais. Mais moi, j'ai des souvenirs de nous dans le métro à faire des conneries. Alors toi, tu dois draguer le poteau. Tu dois t'asseoir et parler toute seule. On a même un jour, je lui ai dit, tu chantes le Roi Lion et il faut que toute la rame chante le Roi Lion avec toi. Ouais. Ou alors le jeu débile on se met de l'autre côté du quai, on attend que le métro arrive et quand il s'arrête, on court et il faut prendre le métro de l'autre côté. Juste avant que la porte se ferme. On était ce genre de filles. Les Walou. Et quand même, je ne regrette pas une seconde. En fait, vous faisiez des T'es pas cap. Voilà, c'est ça. Et T'es pas cap de draguer un objet inanimé, ça c'est quand même extrêmement original. Incroyable. J'ai un souvenir extrêmement précis de cette scène. C'était fou. Et donc devant tout le monde, et qui se dit mais attends, mais à qui elle... Mais on adorait ça justement. Ouais. Il y avait rien ne comptait, la honte, le regard des autres n'avait aucun effet sur nous. Ouais. Je ne sais pas où est passé ce super pouvoir plus tard, mais parce que peut-être on était ensemble. Ouais. C'était fou, c'était fort, c'était génial. Et vous pensez quelquefois à reformer le groupe des Walou ou... On n'a pas réussi. Ouais. La vie a fait qu'on s'est un peu séparés. T'es plus en contact avec les autres Walou? Si, on est en contact parfois, mais voilà, c'est plus compliqué. Que font les autres Walou aujourd'hui? Que font les autres Walou? Elles travaillent, elles ont des enfants, elles vont bien aussi. Elles vont bien aussi. Oui, d'accord. On leur envoie plein de bonnes ondes aussi. C'était une bonne formation à la vie finalement de faire partie de ce groupe des Walou. Mais j'ai eu beaucoup de chance de faire partie des Walou. Je dirais que t'étais
au milieu. Oui, parce que t'étais pas dans l'aristocratie du cool. Non. T'étais pas dans le prolétariat du cool. T'étais le ventre mou du cool. Ouais, mais comme on était un peu des outsiders, mais on nous aimait bien aussi. On était plutôt bien placés. Mais je me rappelle des cools. Je me rappelle. Donc il y avait pas que Kevin, donc. Non, il y avait d'autres cools, encore plus cool. Et comment ils étaient ces cools-là? Ah ben, ils avaient tous les nouveaux diesels avant tout le monde, tu vois. Et ils avaient les Nike en forme de ninja là, avec le pied. Avec l'orteil. Avec l'orteil en forme de ninja ou de pied de biche. Ouais. Ou des sabots de biche. Oui, voilà. Ouais, c'est moins classe. Ou le jean qui avait la couture qui tournait. Tu vois, non mais oui. Ils avaient un peu avant tout le monde les nouveaux vêtements, quoi. Donc il fallait être un peu blindé quand même pour être dans le groupe, dans l'aristocratie du cool. Ben, j'étais au collège dans le Marais à Paris et je crois que ça fait partie. Ouais. C'était un peu. Il n'y avait pas de salut en dehors de. Non, après, il y avait les autres cools, mais eux, parce qu'ils étaient très tchatcheurs, très grande gueule, n'ayant pas peur d'élever la voix devant les profs. Ouais. Mais eux, c'est carrément une coolness un peu genre dangereuse. Les bad boys, les bad girls. Quoi. Ouais. Tu te souviens à quel âge t'as fait ton premier bisou? Bien sûr. Avec Ladislas. Stanislas. Ladislas ou Stanislas? Ah là 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 là. C'est le même genre de prénom quand même. Ladislas, encore plus chic, mais. Ouais, dans les deux cas, c'est assez chic quand même. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est le même jeu. Ladislas. Ouais. En quelle classe? 4e. 4e, ouais. Ou ma première, 3e? Ouais. Première, 3e, je dirais. Et donc Ladislas, il était dans l'aristocratie des cools ou pas? Non, lui, il était un peu avec les... Avec les bad boys. Non plus. C'est plus les littéraires. Oui. Ouais. C'était littéraire. Donc, pas fan de vouloir être cool, mais tu sentais l'intelligence. Oui. Et ça, c'était séduisant. Ouais. Et ça, c'était assez séduisant. Ouais. Et donc, t'as quitté Ladislas pour Kevin ou alors ça s'est... Non, j'ai redoublé. Et Ladislas, lui est parti en seconde. Faire son collège. Ouais. Faire son lycée. Faire son lycée, pardon, bien sûr. Ouais. Et oui. Ouais. Mais là, est arrivé Kevin et là... et là, du coup, tout a basculé. Moi, je suis désolé, j'adore savoir ce que sont devenus les gens. Tu sais où il est, Ladislas, encore aujourd'hui? Non, par contre, j'ai aucune nouvelle. Non. Ouais. Si ces gens veulent se manifester, ils peuvent se manifester. Ils peuvent répondre. Ils peuvent écrire dans les commentaires. Je vais bien. T'as gardé si t'as pas gardé ton dessin qui a été champion du monde de dessin, j'imagine que t'as pas gardé non plus tes agendas, tes cahiers d'écolier. Non, j'ai retrouvé mes bulletins que ma mère m'avait précieusement gardés et qui sont vraiment pas foufous. Il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué progresse, mais n'y est pas encore. Ouais. Beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup souvent marqué ça, beaucoup d'encouragement. Ouais. J'ai été une grande collectionneuse des encouragements. Mais parce que j'ai fait mon école primaire un peu Montessori, avec une méthode un peu différente. Ouais. Et à un moment donné, mon père, il a dit, mais pas du tout, elle est en train d'apprendre à compter avec des cubes, ça ne va pas. Et donc, il m'a mis dans le public, mais en CE1. Oui. Et ça m'a complètement... en CE2. Et ça m'a perturbé. C'est-à-dire que tu venais de genre, de la liberté, les petits machins, et là, c'était plus... Et là, c'était tout d'un coup, la fraction, ça s'écrit comme ça. Et donc, j'ai été larguée, et donc j'ai pris du retard, et après, j'ai cru que de toute façon, j'étais en retard. C'est terrible, hein, quand on est enfant, quand on est petit, les croyances qu'on peut se donner et qui nous bloquent. Parce que c'est vraiment qu'en terminale, quand j'ai su exactement ce que je voulais faire, que je voulais partir vivre à New York, que mon père a dit, écoute, si t'as ton bac, je te paye le billet. Ouais. Et que là, j'ai eu 16 partout. Donc, en fait, j'avais aucun problème à retenir et à comprendre ce qu'on me demandait. Donc, mention au bac? Non, parce que j'ai eu 7 au sport. Et ça m'a vraiment fait baisser la moyenne. Donc, je suis passée à 0,3 de la mention. Enfin, c'est dommage. Et c'était quoi le sport où t'es nulle?
Ou t'as eu 7? Non, mais c'est parce que... Ils comprenaient pas mon style. Non, mais... sport. On était quatre meufs un peu lazy, on aimait bien papoter, on aimait bien... la prof nous avait vraiment pas à la bonne. Et toutes les 4, elle nous a saqué. On a eu 0 à une année au badminton, alors que c'est pas non plus... la natation. Je crois que c'était course, badminton et natation. Et voilà, à un moment donné, elle a dit, non mais vous 4 là, j'ai bien compris. Hein, allez, 0. Bah voilà, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 0 hein d'un coup, ça a tout fait baisser. C'est fou hein, de ruiner comme ça le futur de quelqu'un. Enfin, toi, en l'occurrence, ça va, mais peut-être il y a des gens où ça a eu des conséquences majeures, quoi. Genre, ils n'ont pas eu la mention, donc ils n'ont pas eu le truc, donc ils ont... Et tout ça parce qu'ils ont papoté en cours de sport. Mais moi, je pense qu'il y a des profs qui ont des conséquences majeures sur la vie des gens, en positif et en négatif. Il y a des profs qui peuvent sauver la vie de certains élèves, et il y en a qui peuvent te saquer et te faire vraiment croire que tu es aussi mauvais que ce que le prof t'a dit. Il y a des événements de ces années-là, je sais pas, positifs ou négatifs, auxquels tu repenses régulièrement? Je dis ça parce que je sais que moi, il y a des fois où je peux penser à un truc qui s'est passé en 1996 et je fais... ça peut m'arriver. Alors, c'est pas non plus toutes les 15 secondes, mais genre, j'ai un petit genre, c'est des trucs... Genre quoi? Je sais pas, quelque chose qu'on a pu me dire au collège, ou un truc, ou un râteau. Des râteaux. Tu t'es pris des râteaux, toi, ou pas? Je me suis pris des râteaux. C'est vrai? Oui. Entre Ladislas et Kevin. Il y a eu Benjamin aussi. Il y a eu Benjamin. Lui, salaud. Salaud. Mais t'as connu ce truc frontal de genre, en gros, est-ce que tu veux sortir avec moi? Non. Vraiment. Ah ouais. Ouais, c'est horrible. Tu parcours la cour comme ça, tu avances, le cœur fort et là tu fais, oui, tu veux sortir avec moi? Non. D'accord. C'est affreux. En fait, on est dur à cet âge-là. On vit rarement des trucs aussi violents après par la suite, en fait. Je suis assez d'accord. C'est très. Mais après, ceci dit, on apprend à lire les signes peut-être avant de demander. On traverse plus comme ça. Voilà, est-ce que tu veux sortir avec moi? On dit genre, d'accord, là je pense que je vais pas demander parce que je sens qu'il y a pas moyen, quoi. Ensuite, t'es parti à New York immédiatement après le bac. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase d'un prof d'anglais qui m'avait dit, Monsieur Guez, je me souviens très bien. Monsieur Guez, si vous nous écoutez, il m'avait dit, de toute façon, Anna, tu ne parleras pas anglais et tu n'auras jamais ton bac. C'est dur quand même. Ouais. Comme phrase à un petit enfant comme moi qui fait de mal à personne. Qui en effet a inventé un peu des mots en anglais, mais je peux te dire que quand je suis revenue de New York, je suis retournée dans ce collège, je suis retournée au 3e étage, j'ai tapé à la porte et j'ai dit « Bonjour Monsieur Guez, vous allez bien ?» Vous savez, après mon bac, je suis partie vivre à New York et ça se passe très 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 bien. Donc en fait, tu lui as fait un claque et une retournée, quoi. C'est-à-dire vraiment les deux choses qu'il avait prédites ne se sont pas produites. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de... Est-ce que moi, je remercierais pas quelque part Monsieur Guez? Parce que tu penses qu'il t'a donné la force de... Je fonctionne un peu comme ça, en fait. De lui donner tort? Je trouve que tous les noms qu'on m'a donnés, tous les rejets, m'ont rempli d'une force de « Ah ouais, tu crois? Tu vas voir. » Vraiment, et je pense qu'on est... Peut-être qu'on fonctionne pas tous comme ça, mais je suis sûre que je fais partie d'une catégorie de personnes qui... Tu sais, c'est comme tu fais du sport, t'en as qui aiment que le coach te dise « T'es nul, vas-y, t'es nul, t'as senti qu'une merde, continue !» Et moi, ça fonctionnerait pas trop, mais... Et t'en as qui disent « Vas-y, je sais que t'es fort, je sais que tu peux le faire !» Et on réagit plus ou moins bien. C'est ce que dit le coach dans La Fièvre. Je suis content. Je suis content parce que ça va l'énerver. Exactement. C'est exactement le personnage de ça, quoi. Et donc, t'es parti à New York. Là, t'as étudié quelque chose à New York ou c'était vraiment... Non, j'ai étudié, c'est pas le théâtre, mais j'ai étudié le jeu, l'acting. J'ai pris des cours d'acting avec une prof. Et j'avais 3 à 4 fois par semaine, 3 à 4 heures de cours. C'était des trucs différents. T'avais impro, t'avais sensorization, t'avais des travails de monologue. Enfin, il y avait plein de choses un peu différentes que tu pouvais faire à la carte. Mais moi, je m'étais dit, je vais faire ça comme une école, donc je vais faire tout. Sauf qu'à un moment donné, c'était très, 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 très cher. C'était très, très, très cher. Oui. Et moi, j'étais serveuse dans un restaurant et j'étais payée qu'aux tips.
Et donc, malgré tout, je gagnais plus ou moins bien ma vie, mais t'avais le loyer, t'avais la vie, etc. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, Sheila, I'm sorry, mais je Sheila, ta professeure de Sheila Gray, ma professeure de jeu. Et elle m'a dit, écoute, non, je veux pas que t'abandonnes, donc tu vas devenir mon assistante, et en échange, tu paieras plus tes cours. Ouais. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait. L'équivalent de faire la vaisselle au restaurant parce qu'on n'a pas. Exactement. Et c'était t'as appris le method acting, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Ouais. Method acting. On a un peu honte, non, quand on dit. De le dire en anglais. Mais en fait, on a peut-être encore plus honte de dire le truc, parce qu'en gros, on peut dire c'est la méthode Stanislavski, c'est la même. Oui. Mais Stanislavski, du coup, ça fait encore plus dire des noms russes dans une phrase, ça fait. Et c'est toujours très dur. Ouais. Tu te dis, je vais pas y arriver, donc ça va pas faire sérieux, donc tu dis plutôt the method. Oui, la méthode. Oui, c'est ça. Là, tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est la méthode. Alors, en tout cas, Sheila, l'approche qu'elle avait pour la méthode, c'était de projeter dans la scène, sur le personnage avec qui tu vas jouer, quelqu'un qui, toi, t'apportait des émotions très personnelles. Oui. Donc, si on joue ensemble et tu joues mon mari, je suis très en colère contre toi parce que tu es encore rentré très tard, et elle nous racontait comme ça la scène qu'on allait jouer. Et donc, moi, il fallait que je cherche en moi des personnes qui m'avaient donné cette sensation. Et donc, de le travailler, de vraiment passer. Tu peux passer, au début, tu passes des heures, et puis après, c'est de plus en plus rapide, mais de dessiner le nez de la personne, ses yeux, ses sourcils, arriver à toucher ses cheveux, et au fur et à mesure, tu as son cou, et là, tu peux le regarder dans les yeux, et tu peux lui parler, et t'exprimes des choses à cette personne. Tu as des émotions qui viennent. C'est assez tripant comme exercice. Moi, je me suis retrouvée à parler avec justement une des Walou que j'avais pas vue depuis longtemps, et je me suis tapé un fou rire comme si j'étais dans le bus 69 avec elle, comme à l'époque. Et j'ai ri pendant 1 heure, je me souviens très bien, et j'avais une discussion avec elle parce que j'arrivais à la projeter devant moi. Et donc, une fois que tu l'as projetée, hop, tu la mets sur l'autre personne, et là, ça te permet de plus ressentir la scène, de plus ressentir des émotions. C'était ça un peu. C'était ça la méthode de Sheila. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai joué dans Andromaque, et donc, mais pendant j'ai vraiment fait énormément de répètes, et on faisait beaucoup de méthode acting, et je me souviens quand même, il y a un moment, j'ai été un peu troublé parce qu'il fallait convoquer, en fait, c'était peut-être un peu horrible, mais il fallait qu'on convoque vraiment les horreurs de notre existence, les trucs les plus horribles qu'on a vécu, les plus grands traumatismes, pour se mettre dans des états de détresse totale. Et vas-y, maintenant, dis ton texte. Allez. Et alors oui, ça marche. Mais je me souviens qu'à un moment, j'ai un peu pété un câble parce qu'il y a ce truc de, attends, est-ce que c'est pour de vrai? Non, parce que je suis vraiment triste là. Mais d'un autre côté, je dois être triste il faut que je sois triste pour de vrai pour être triste pour de faux. Et j'ai un petit peu. Après, j'ai appris que c'était un peu un potentiomètre. Je pense que tu peux faire monter et redescendre de façon un peu artificielle. Mais il y a un moment où je me suis dit, les acteurs, ils peuvent péter des câbles. Mais toi, ça va, t'as l'air stable. Non, alors elle nous disait tout le temps, ce n'est pas une psychanalyse. Oui. Voilà. Donc les gens ne devaient pas être là juste pour raconter leur vie et exprimer. On n'était pas chez le psy, quoi. On peut faire peut-être l'intermède promo. Ok, intermède promo. Si tu es aussi ici aujourd'hui, c'est que tu joues dans c'est une mini-série de Canal+. Mini-série, non, parce que pourquoi qu'il n'y aurait pas une saison 2 ? C'est vrai, ça. Bah ouais. Mini-série, c'est quand en fait, ça veut dire il n'y aura qu'une saison. Il y aura qu'une saison, c'est ça. Qui s'appelle La Fièvre. La Fièvre. Tu y joues, on pourrait dire une influenceuse stand-upeuse de droite. Oui. De très droite. Moi, j'ai eu la chance de voir le premier épisode en avant-première parce que Canal+, ils m'ont envoyé des codes spéciaux pour que je puisse regarder. Alors, il y a un tout petit truc, alors c'est pas étalonné, pas mixé, mais ça, c'est normal. Et puis surtout, t'avais ton adresse mail. Je sais. Moi aussi, on m'a envoyé la même chose. Exactement. J'ai mon adresse mail en énorme au milieu alors, c'est un petit peu troublant parce qu'il y a des scènes un petit peu denses, un petit peu fortes, un petit peu dramatiques, et David. Alors, je vais pas donner mon adresse email, mais ça casse un peu le truc, mais quand même, même comme ça, même pas mixé, pas étalonné, avec mon adresse email en plein dans ma gueule, ça m'a donné super envie de continuer à regarder les autres épisodes. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est que cette série ? Alors, c'est une série qui se passe aujourd'hui.
et qui traite des communicants de crise et des spin doctors et de la communication et comment elle arrive jusqu'à nous et comment elle peut être manipulable et comment nous, on peut être manipulés. Et tout commence pendant la remise des prix de l'équivalent du Ballon d'Or en France. Et Alassane Diong, qui interprète le personnage du footballeur dont j'ai absolument oublié le nom. Nul, pardon. Fadé ouais. Fodé Thiam. Ouais, voilà. Fodé Thiam, qui est un peu tu veux qu'on refasse et on se souvient immédiatement de ça. Ouais, on peut. Fodé Thiam. Et Fodé Thiam, la star du foot du moment, ne recevant pas de prix, s'énerve, se lève et donne un coup de boule à son entraîneur en le traitant de sale toubab. Ce coup de boule et cette insulte est repris par les réseaux, partout, et crée une sorte de buzz assez fou qui est mauvais et pour Fodé, et pour l'entraîneur, et pour le club. Et donc, le président du club, Benjamin Biolay, fait appel à une entreprise de communication qui gère les crises médiatiques et dit « il faut calmer cette crise ». Sam Berger, qui est une sorte de génie de la communication, est appelée parce qu'on a besoin de son génie justement sur cette affaire. Elle s'en occupe un peu et au moment où elle va lâcher, parce qu'elle n'a pas l'énergie pour le faire, elle se rend compte qu'il y en a une derrière qui adore cette information et qui va faire en sorte de alimenter cette info pour la monter en épingle, quoi. Et là, exactement, et pour faire monter la fièvre dans la société, et pourquoi pas déclencher une sorte de guerre civile, qui est l'obsession de Sam Berger. Elle remonte sur l'affaire pour faire taire Marie Kinski, que j'interprète. Et donc, Marie Kinski, c'est un peu une représentation du nouveau populisme, c'est-à-dire ces personnes qui arrivent à remuer les foules sur les réseaux, qui ne sont pas uniquement des figures politiques, mais qui, de par son spectacle sur scène, qui est relié sur les réseaux, arrivent à vraiment réunir une énorme partie de la population sur des idées qui sont vraiment d'extrême droite. C'était un rôle qui a été vraiment que j'ai adoré jouer, parce que j'ai toujours fait des rôles avec une morale qui était proche de la mienne, où je me disais ils sont bien dans toute leur forme, je suis fière de les soutenir. Là, pas du tout. Moi, j'ai lu le scénario, je me suis dit, quoi? Mais attends, je peux pas la jouer, c'est horrible. T'as vu ce qu'elle dit? Et mon agent me disait, mais non, c'est des rôles comme ça que tu veux depuis le début, donc vas-y, frotte-toi à ça. En fait, tu joues vraiment un personnage. Tu mets un masque, ce n'est plus toi, et donc tu t'autorises tout, et ça crée, je sais pas comment dire, ça a créé en moi une sensation. J'étais jamais moi-même sur le plateau. J'étais jamais. J'avais l'impression d'être en surpuissance parce que je pouvais tout m'autoriser, parce que c'était pas Anna qui était là, c'était Marie Kinski. Et c'était dingue à faire. Tu pourrais dire quand même que tu as mieux joué parce que le personnage était éloigné de toi. J'ai dit à mon père et à ma mère, parce que je les utilise quand même pour leur demander leur avis sur mon jeu. Et là, je leur ai dit, parce qu'ils sont pas toujours satisfaits de mon jeu. Oui, ils sont assez difficiles. Mais des fois, ils t'ont dit genre, là. Et ma mère, elle me dit souvent, allez là, allez, sors-toi vas-y quoi. Et donc à chaque fois, je dis oui, d'accord. Non, elle me trouve pas là, jeune. Oui, mais bon, non. Et donc là, je lui ai dit, tu vas voir la maman là, franchement. Normalement. Sinon, je sais pas. Sinon, moi, j'arrête. Mais je pense que c'est ça aussi. En fait, je crois que j'ai débloqué un truc, j'ai compris un truc. Et il vaut mieux aller vers des... Et c'est pour ça, d'ailleurs, peut-être le théâtre que j'ai pas fait, c'est peut-être le manquement que j'ai. C'est que quand tu joues au théâtre, tous les jours, tu vas peut-être jouer des rôles différents, et le côté masque, le côté déguisement, le côté vraiment, je me grime dans un personnage qui est peut-être très caricaturé parce que au théâtre, les personnages sont un peu exagérés, te permettent de vraiment sortir de toi. Alors que les films que j'ai fait, enfin les films
t'es sur des personnages qui sont plus naturalistes, plus communs, des personnages que t'as croisés. Là, Mary Kinski, fort heureusement, elle est un mélange de plein de personnages, donc elle n'existe pas vraiment. Oui. Et donc, on peut y aller à fond dans le... Tu peux l'appuyer, quoi. Ouais. Voilà. On arrive à un moment de small talk que moi je dis ça s'appelle en vrac et c'est plein de questions qui n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres, ce qui laisse penser que jusqu'à présent c'était pas en vrac, mais c'était quand même un peu pas en vrac, c'était organisé, c'était chronologique, tu vois, c'était chronologique. Donc voilà, alors c'est des questions qui peuvent paraître triviales et bébêtes, mais il faut essayer d'y répondre le plus sérieusement possible. D'accord. Est-ce que tu préfères avoir comme ami quelqu'un d'odieux, insupportable, désagréable, égoïste, arrogant, mais qui vote socialiste? Ouais. Ou alors quelqu'un de hyper gentil, attentionné, généreux avec ses amis, serviable et doux, mais qui vote FN? Bah non, le socialiste, bien sûr. Mais relou. T'es tout le temps là, à te plaindre, à être désagréable, pas possible. En fait, c'est ça, c'est en fait soit un connard, mais qui a des idées plus humanistes, soit un mec exemplaire, mais qui a des idées pas humanistes. Non, mais est-ce qu'il est vraiment exemplaire? C'est peut-être une façade, hein. Il faut se méfier des façades trop lisses. Donc toi, non, mais ta réponse a été immédiate. Tu préfères aucune hésitation. Le connard socialiste. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent beaucoup de bien d'eux-mêmes? Je n'en pense pas de mal. Je trouve que je trouve qu'on devrait... On a un peu de mal en France à... T'as vraiment penché la tête de... Non, ça voulait me dire... Je l'ai vu du coin de l'œil. Non. Non, mais c'est vrai que moi, je trouve ça super, les gens qui arrivent à parler bien d'eux-mêmes. C'est tellement difficile, on est tellement critique avec soi-même, on est tellement... alors qu'on n'a que nous, en vrai. Alors, si on peut être parfois doux et bien avec nous et mettre en avant nos qualités, c'est vrai que parfois, on trouve ça un peu genre... Ouais, enfin, ça va, hein. Je pense que c'est par prudence aussi, parce qu'on sait que souvent, on n'aime pas les gens qui disent du bien d'eux-mêmes, pour peu qu'ils le disent un petit peu trop. Et donc, en fait, personne n'en voudra jamais à personne de dire d'être humble. Alors qu'on peut en vouloir à quelqu'un de manquer d'humilité, même si on pourrait dire que c'est lucide, qu'on est lucide sur notre propre valeur. Si je dis, bah ouais, non, je sais, je suis vraiment très fort en ça, c'est comme ça, quoi. Ça t'est arrivé, toi, tu penses, de te censurer sur à quel point tu pensais du bien de toi-même parce que tu voulais paraître humble. Alors qu'au fond, tu sais bien que... Peut-être une fois ou deux, parce que je réagis très mal aux compliments aussi. D'un coup, si on fait un compliment, je sais pas quoi faire avec ça. Ah oui, c'est vrai. Tu trouves? Non, tu sais, vraiment, je suis là. Parce que... Mais après, quand on est tout seul, on fait yes. Bien sûr. C'est ça, c'est plutôt de la recevoir devant la personne. Ouais. Non, je trouve ça dur de recevoir. Parce que t'as toujours peur de dire ah ouais, merci, et qu'il y a quelqu'un qui fait ouais, ça va, calme-toi. Calme-toi. Tu prends un petit peu confiance, là. Ça, un jour, je crois, je me souviens, ado, on m'a dit un jour, ça va, d'un groupe de personnes, c'est pas tes amis, ta cousine t'a invité, t'es pas dans ton quartier à Paris, et t'es timide et tu fais tous les efforts du monde pour t'adapter, puis à un moment donné, t'es là, et puis du coup, je sais pas, tu clashes quelqu'un, et là, tout le monde se retourne, genre, oh, tu fais pas non plus partie du cercle. Ça m'est arrivé une fois, ça m'a marqué à vie. J'ai fait ok, pardon. Je suis pas chez moi. Et donc peut-être un truc comme ça de dire ah oui, non, je sais pas. Ouais. T'as déjà été méchante avec des gens ou pas? Ah, j'espère pas. Avec des amis ou des inconnus? L'un ou l'autre, c'est-à-dire des fois où quand tu y repenses, tu fais genre c'était pas ouf. Il y a des fois où tu sais très bien que tu l'as été et que t'as pas envie d'en parler. C'est possible aussi. Parler sur ce micro. Tu peux dire juste oui. Peut-être une fois. Je préfère ne pas en parler. Ça a dû m'arriver une fois. Je vais pas être. Restons honnêtes. Soyons honnêtes. J'ai dû peut-être un jour dire un truc où je me suis dit c'était pas. Mais en vrai, ça me ressemble pas.
Je déteste voir quelqu'un qui a de la peine. Je déteste en faire. Mais peut-être aussi la personne avait cherché. Hein. Oui. Attention. Ouais. C'était bien fait pour sa sale gueule. Ah ouais. Et est-ce que tu t'es excusé? Alors oui, j'ai pas de mal à... Ça fait mal, hein. Ça fait bizarre parfois quand on dit au fait, je voulais te dire ça, c'est de ma faute, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça. Reconnaître ses erreurs, je trouve que c'est quelque chose qui est pas agréable parfois dans le corps, mais qui est tellement nécessaire. Je trouve que d'un coup, la communication, elle se relance direct. Surtout si c'est bien accueilli en face. Parce que sinon, c'est genre, écoute, tes excuses, tu peux te les... Voilà, bah oui, je suis bien d'accord. Ouais, voilà. T'as vraiment eu tort. Merde, voilà. Oui, ça va. Je crois pas que ça va suffire de m'avoir dit 3 mots là. Est-ce que tu préférerais ne plus avoir le droit d'enlever tes vêtements jusqu'à la mort? Ouais. Ou ne plus avoir le droit d'en mettre jamais jusqu'à la mort? Alors, en vivant où? Parce que, en vivant dans nos sociétés. Ici, à Paris, il vaut mieux garder des vêtements. Ouais, mais... Ça va être ma tenue comme ça toute ma vie. Jusqu'à la... C'est chiant quand même. Après, ça dépend. Tu vis 110 ans. En même temps, à 110 ans, est-ce que j'aurais pas l'air d'une grand-mère très cool? Alors, les enfants, ça va. J'imagine que ça doit pas être ouf bon pour la santé aussi de jamais enlever ses vêtements de toute sa vie. Ça doit être très mauvais. Ça veut dire qu'on peut pas les laver non plus. Ah, ça veut dire qu'on peut pas se doucher. Ou alors on se douche, mais ça veut dire ça moisit. J'ai pas pensé aux implications en fait logistiques du principe. Vivons nus alors. Ouais. Je dirais je suis à poil, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait small talk sur combiné une fois, et voilà. J'ai dit que je préférais. Cette tuile, j'ai froid un peu, mais bon. C'est quoi le pays que tu détestes le plus? Non, détester, c'est vraiment que t'as vécu un... C'est quoi le pays que tu aimes le moins? D'accord. J'ai pas kiffé de ouf l'Allemagne. Ouais. J'étais allée à Berlin, il faisait froid aussi. Ouais. Et ça m'a pas... Alors que tous mes potes étaient là, waouh, Berlin, ok, Berliner, tu vas sortir et tout. J'ai pas eu ce coup de foudre. C'est pas mon ADN. Ouais. Pas à cause des reliquats de nazisme. Pas à cause des reliquats de nazisme, plus une ambiance générale que j'ai pas... Voilà, c'est pas mon... Mais d'ailleurs, mes potes qui adorent Berlin, on n'a pas non plus 1000 points communs. Ouais. Pas... D'ailleurs, je les vois de moins en moins. D'ailleurs, je ne les vois plus. Oui. Est-ce que tu as déjà dit à un ami ou à une connaissance, « Oh, je suis trop content pour toi !» Alors qu'en fait, t'étais pas content pour lui. J'étais jalouse. Ouais. Non, je réfléchissais pour vraiment répondre honnêtement. T'as un cœur pur. Bon, on va pas non plus exagérer, hein, mais non, mais parce que je pense à des amies comédiennes qui ont eu des rôles que j'ai passés aussi, et en fait, je me dis toujours, si c'est pas pour toi le rôle, c'est pas pour toi. Ouais. Donc, sois contente. Au contraire. C'est-à-dire que là, t'as reçu des mails aujourd'hui où tu disais que ça disait oui, des fois ça dit non. Tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre que tu connais qui a reçu oui, mais là, les mails que j'ai oui. reçus, si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait reçu, là, vraiment, j'aurais détesté. Non, j'aurais très mal vécu. Je serais peut-être même pas venue aujourd'hui. Je serais arrivée, je serais, super. Ouais, super. Vous pouvez pas mettre un peu de whisky là-dedans? Ça va pas du tout. Ouais. Non, mais il y a des moments, je sais, même des castings que j'ai passés où je me suis dit, aïe, si c'est elle qui l'a, ça va me faire quand même un peu tout drôle. Mais non, en général, je crois, hein, ou alors j'ai gommé ça, ou alors je suis complètement hypocrite, et c'est pas vrai. Mais non, en général, non, j'aime bien, je suis contente. En fait, on a tellement dans notre vie des trucs qu'on a envie de faire, des trucs qu'on n'arrive pas à faire, des batailles. En fait, chacun a tellement de batailles. Il y en a pour tout le monde. Donc, non, au contraire, j'ai l'impression qu'il faut tellement se réjouir pour les autres. Parce que la victoire des uns, c'est aussi la future victoire de toi. Et tu préfères être entouré de gens qui sont contents dans leur vie parce que leurs projets réussissent que de gens où toi, tu réussis et tout le monde est là, ouais, mais moi, j'ai pas eu ça. Et moi, c'est horrible. C'est... Non, il faut se réjouir.
Non. Après, l'échec, non, si. Mais je dis, en fait, l'échec, c'est bien quand tu sais qu'il peut y avoir une perspective de succès. Si c'est que de l'échec tout le temps, il y avait vraiment plein de gens de la Silicon Valley qui faisaient des conférences sur à quel point l'échec, c'était chambé, c'était génial, et vraiment, mais c'était que des gens qui avaient fini par réussir. Oui. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment dans l'échec. Et j'ai continué à échouer, vraiment. Et j'échoue encore aujourd'hui. J'échoue encore, je suis une merde, vraiment, j'ai rien réussi. J'adore ça. Toi, ça a été, est-ce que tu as eu un échec dans ton existence qui t'a fait particulièrement mal? Tu peux aussi dire oui, mais je n'en parlerai pas une fois de plus. Il y en a plein. Mm-hmm. Mais alors, un exemple... Oui, que tu puisses citer. Un rôle que tu n'as pas vu, un concours que tu as raté. Mais en fait, par exemple... Un râteau. On va revenir à mon râteau avec Benjamin. Non, mais quand j'ai redoublé, le jour où on m'a annoncé le redoublement, là c'était chaud parce qu'il faut appeler les parents et avouer qu'on est vraiment... Tout le monde est passé. En plus, j'étais en appel, donc on était 6. Et j'étais la dernière, et elle passe, elle sort. C'est bon. Là, je me dis, ok, tout le monde, ils sont dans une bonne journée, ils font passer tout le monde. Et moi, là, j'arrive et je suis la seule à redoubler. Et parce que, en plus, j'avais un peu la meilleure note, mais ils ont dit non, on te fait redoubler parce qu'on pense que là, ils vont, si on te fait passer, tu vas aller dans ce lycée. Si on te fait redoubler, tu pourras aller dans ce lycée, qui est bien meilleur. Ouais. Donc, on te fait redoubler, mais c'est pour que tu puisses aller dans le meilleur lycée. Alors que les autres, elles sont moins bonnes. C'est des cas perdus. C'était un peu horrible comme mentalité. Ça aurait pu leur dire, écoutez, j'irai dans le lycée. Bien. Oui, moi, ça me convient. Ça me convient, oui. En plus, il s'avère que l'année d'après, j'avais donc la note pour aller dans le super lycée. Ouais. Et c'était quel lycée que vous étiez allé? Je devais aller à Charlemagne. Ouais. Dans le Marais à Paris. Ouais. Et il s'avère qu'au départ, je devais aller à Saint-Thomas, à Sophie Germain. Oui. Qu'on appelait à l'époque la poubelle de Charlemagne, ce qui est vraiment sympa pour tous les élèves de Sophie Germain. T'es là genre, ouais, j'avais super. exactement l'équivalent avec les deux lycées autour de chez moi. Ouais. On disait que Racine, c'était la poubelle de Condorcet. Ah oui, c'est fou quand même. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, moi, je suis allée à Sophie Germain parce que, ayant ma super note, je suis passée devant Sophie Germain à la fin de l'année. Oui. Et j'ai eu un flash sur un des élèves qui fumait une clope et j'ai choisi d'aller dans ce lycée parce que j'étais tombée amoureuse de loin. Ce qui est quand même fou furieux quand on y pense. Mais et lui, j'en sais rien. Il aurait pu en plus. Mais lui, il t'a vu? Lui, pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est vraiment. Je suis rentrée. J'ai dit à mon père, ok, c'est bon. En fait, je vais aller à Sophie Germain. Il m'a dit, mais non. Enfin, c'est bon. Tu as la moyenne. Tu vas aller à Charlemagne. J'ai dit non, papa. J'ai vu quelqu'un. Et c'est vrai qu'il aurait pu être homosexuel ou en terminale ou. Eh ben non, il était là. Et c'est aujourd'hui mon mari. Ouais. Comme quoi, parfois, il faut faire confiance à son instinct. M'étonnes. Oh là là, comment c'est la meilleure histoire du monde. C'est assez. C'est assez. Et est-ce que si j'avais pas redoublé et que j'étais allée à Sophie Germain et que je l'avais vu, peut-être qu'on serait sortis ensemble. Oui, parce qu'il aurait quand même été là. Ouais. Parce qu'il était 1 an au-dessus. 2 ans au-dessus. 2 ans au-dessus. Ouais. Donc il a 1 an de plus que toi. 2 ans, du coup. Ah bah non. Mais non, parce que t'avais. Non, parce que lui aussi a redoublé. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. On fait la paire. Chambé. Tu t'es déjà battue? Ouais, je me suis déjà battue. Ouais. Je me suis déjà battue une fois en Espagne. Alors pour le coup, je me suis fait vraiment, je me suis fait vraiment rétamer la gueule. Et tu t'es battue pourquoi? Mais c'est elles qui m'ont attaquée. Ah. Je sais plus pourquoi. J'en sais rien. Je pense que quand on va en Espagne, nous les petites Françaises, et on débarque dans leur ville et que on drague leur mec, et je crois qu'elles nous aiment pas trop. Leur mec, les gens qui sont de la même nationalité qu'elles. Oui, mais c'est un peu leur mec. Quoi. Ah oui, d'accord, c'est genre. C'est genre, mais qu'est-ce qu'elles viennent draguer nos mecs espagnols. Et donc, il y a souvent des bagarres, j'ai remarqué. Ça m'est arrivé plusieurs années de suite. Et il y a une année, je me suis battue comme ça. Et la meuf, elle m'a carrément tapé la tête contre la table. Je crois que je suis tombée genre dans un mini coma. Et quand je suis relevée,
toute la table des meufs avec qui j'étais se battait avec les autres meufs. Et je me souviens très bien de ma cousine qui a mon âge et qui était là, genre avec ses petits poings, là, des tout petits poings. Elle tapait comme ça, là. Elle se battait et je sais plus qui a gagné. L'Espagne ou la France, du coup. Est-ce que c'est l'Espagne ou la France qui a gagné? Mais je crois qu'après, on a un peu on a un peu séparé les clans. Et un peu les Français sont restés avec les Français, les Espagnols avec les Espagnols. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ouais. Et voilà. Donc on s'est battus. Moi, en fait, je me suis pas battue. Je me suis vraiment fait battre. Tu t'es fait mettre KO, en fait. Je me suis fait mettre KO. Par une Espagnole qui t'a fait sbim. Ah ouais, carrément. Elle a pas hésité. Elle a vraiment... En plus, c'est vraiment parti d'un malentendu parce que elle m'insultait. Je suis revenue à table et j'ai dit elles sont reloues, elles m'insultent parce que comme je parle un peu espagnol, et étant moi-même espagnole, j'étais là les filles, il y a pas de guerre, il y a pas de vos mecs, c'est mes mecs, OK, il y a pas de ensemble, on est sisters, tu vois. Et en fait, j'ai dû le dire à mon pote qui était en face de moi et il a jeté la clope, c'est mon dernier souvenir avant de tomber dans le coma. Ouais. Il a jeté la clope comme ça et c'est arrivé genre sur leur table. Après, je me rappelle, elles se sont levées. Et elles sont venues, et là, c'est tout gris. Tout est noir. Oui, parce que Zbim. Voilà. Parce que Zbim. Ouais, grande violence, quand même. Donc, après, je me suis pas battue. Je crois que je peux partir vite. Mm-hmm. Je peux partir vite mais très vite, il y a toujours quelqu'un qui me retient en disant, ça ne sert à rien, pousse-toi, nous allons le faire pour toi. Ouais. Mais t'as des compétences en matière de bagarre ou pas? Zéro compétence. Non, mais j'ai compétence à dire, pourquoi? Voilà, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Oh, bizarre cette question. Question que je pose vraiment, je pense, c'est une de celles que je pose à absolument tout le monde. T'as des réponses comment? J'ai des réponses, des fois des gens qui ont beaucoup réfléchi et qui m'ont dit alors c'est très simple, alors mon nez, nanana, etc. Non, mais c'est vrai qu'on regarde beaucoup son visage. Ouais. Et d'autres qui sont un peu perplexes, comme peut-être tu l'es là. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup étudié mon visage. Alors, on me parle souvent de mon menton. Oui. Mon menton m'a jamais complexé. Je le vois pas parce qu'il est derrière le micro. Il a une fossette. Il a une fossette. Ouais. Bon, on m'a appelé quand j'étais plus petite, on disait mon deuxième cul ou ça m'est arrivé très souvent. Et donc parfois on me rappelle mon menton. Ah oui, avec votre menton. Mon menton. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai quand même un menton assez particulier, mais c'est la signature des Girardot. Tous les Girardot ont la fossette au menton. Oui. C'est bizarre d'ailleurs. Mais du coup, c'est un peu ma signature de famille, donc j'en suis très fière. Mm-hmm. Et sinon, mon visage, j'ai toujours pensé que j'avais un visage assez carré, parce que j'ai une mâchoire assez carrée. Pareil que du coup, j'ai plus de testostérone. Ce qui fait aussi que ça agirait sur la réactivité et la montée d'adrénaline, qui serait plutôt... T'es mal à mâchoire, me cherche pas. Me cherche pas, parce que attention, ça c'est carré. Oui. Et puis sinon, non, je sais pas. Parfois, je me dis, je suis jolie. Et parfois, je suis assez méchante avec moi. Ouais. Et ouais, ça peut. Ouais, je vais être plus souvent méchante avec moi-même que gentille. Mais quand je suis gentille, ça me fait du bien. Ouais. Et il y a alors t'as peut-être un petit peu répondu avec le menton, mais il y a un truc de ton physique, il y a un truc de ton fusil. Il y a un truc de ton physique où tu te dis genre, là, bon, je sais que... je sais que mes oreilles, j'ai un lobe. Mes coudes, j'ai parmi les meilleurs coudes. Voilà. Non, mes coudes, non, mais les lobes d'oreilles. Alors quand j'étais ado, j'étais très très complexée par mes chevilles. Mais très complexée. Je voulais grossir à tout prix, je voulais que mes chevilles grossissent. J'avais l'impression d'avoir un os, comme on l'appelait Skeletor. Bah ouais. Le contraire est beaucoup plus courant. Ouais. Que les chevilles soient plus fines. Mais toi, non. Mais moi, non. Moi, je voulais avoir des poteaux, quoi. J'étais là, mais pourquoi je veux grossir. Je voulais absolument cette obsession de grossir. Sauf que les attaches, de toute façon, c'est des choses qui ne grossissent pas. Là, j'ai appris ça plus tard. Et un jour, Jamel Debbouze a fait une interview et il a dit une des choses les plus belles chez une femme, c'est ses chevilles, les chevilles fines. Et du jour au lendemain, au collège, on est venu me voir en me disant « Hey Anna, t'as des jolies chevilles et tout », comme si c'était devenu un attribut physique qui me mettait à un autre endroit qu'avant.
Et en fait, depuis, j'ai appris à être fière de mes chevilles. Et c'est vrai que quand on me fait un compliment, on me dit « Ah, dis donc, Karl Lagerfeld m'avait fait un compliment sur mes chevilles. » Maintenant, du coup, elles grossissent parce que du coup... Mais donc voilà, donc maintenant, je suis assez fière de mes chevilles. Parce que c'est vrai que je vois pas quelqu'un faire un compliment genre « Ah, j'adore tes chevilles, on dirait des poteaux. » Pourquoi pas? Tu sais, les goûts. C'est vrai. Les goûts, mais je dirais que dans nos sociétés, en tout cas, ils sont minoritaires, les gens qui aiment les poteaux. Mais en tout cas, voilà. Ouais. Donc maintenant, je sais que je peux en... Que tu peux mettre en avant tes chevilles. Qu'est-ce que tu penses de ta propre voix? Oh non. T'aimes pas ta voix? Ah là, par exemple, je peux pas regarder l'émission. Non. Je me dis, mais comment ils ont fait pour m'écouter si longtemps? Quel enfer! Ou de vivre un calvaire. Après, j'aime bien la travail. Par exemple, j'aime bien quand je vais à la radio, je fais attention, je travaille le grave et tout. Oui. Mais sinon, oh là là, et le pire, c'est les interviews qu'on fait pendant une soirée. Oui. Et donc, on parle comme ça. Et alors là, c'est vraiment, je me dis, mais ah oui, enfin... pour couvrir le son sur le tapis des Césars, par exemple. Exactement. Ça, c'est... je peux pas. T'aimes pas? Et écouter les voice notes, c'est un enfer. Enfin, je connais peu de personnes qui aiment leur voix. Qui aiment bien leur voix. Ça va, moi. Toi, ça va? Ouais, ça va. Mais c'est vrai que t'as une belle voix. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, mais après, je sais qu'il y a des fois où j'ai tendance à parler un peu en dessous de mon registre normal. Parce que je préfère un peu. Et voilà. Tu fais attention. Je fais un peu attention. Et que si jamais j'oublie un peu ça, je peux faire des trucs vraiment moins bien. Enfin, moins bien, en tout cas, que je trouve dans ta tête. Dans ma tête. Ta plus grande douleur physique, qu'est-ce que ça a été? Alors, ma plus grande douleur physique... Oh là là. J'ai déménagé il y a 3 ans. Il y a un peu moins de 3 ans. Et j'ai fait tomber une partie de mon enceinte sonore sur le gros doigt de pied. Ça l'a instantanément détruit. Ça a été la douleur, je pense, vive, qui a duré peut-être 5 heures. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes et c'était mon jour de mon déménagement en plus. Et j'étais avec mon fils qui était tout petit, qui était malade en plus. C'est horrible. Et c'est la douleur. Quand j'y pense, j'ai mal. Ah oui. Ah ouais. Ah là là. Et il a été... Il a été cassé? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Goodbye toes. Goodbye toes. À quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? Arrête, je veux pas en parler. J'y pense trop. Ouais. Tout le temps depuis que je suis petite. Oui, et pas de plus en plus, pareil. Si, en vieillissant, bien sûr que si. Et puis celle des autres maintenant. Alors qu'avant, c'était vraiment égoïste comme pensée. Non, maintenant c'est... Maintenant, je trouve que c'est... Mais en même temps, après, je me dis, allez, il faut profiter. Mais je suis un peu angoissée là-dessus. Mais tout le monde, non? Sur la mort, oui, je pense que c'est assez global. Fréquent. C'est plutôt normal. Si on te disait, on te garantit que tu vivras jusqu'à 75 ans en bonne santé, mais en revanche, tu meurs à 75 ans. Et sinon, il n'y a aucun pacte, mais peut-être tu meurs demain, ou à 85, ou à 110, peut-être pas en bonne santé, etc. Est-ce que tu signes? 75 ans. Tu signes? Ouais, je signe. Ok. Ah ouais. 75 en bonne santé? Ouais. Quel bonheur, quelle belle vie. Anna, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super moment. Non, vraiment, merci. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Colmini. Cool. Je peux partir avec après? Mais c'est totalement 100% cadeau. Je suis beaucoup trop et j'avais jamais vu qu'il y avait un autocollant combiné. Mais tout est pensé. Il y a une DA de la vie, en fait. C'est ça. Tu as un petit peu d'eau? Avec plaisir. Ouais. Merci. Et on pourrait pas avoir des trucs mieux que de l'eau, des fois? Parce que vraiment, on a toujours que de l'eau. Là-bas, il y a plein de trucs. Il y a des coca, de l'eau pétillante. Mais je crois que c'est en fait après... Ah non, mais tu sais, des trucs de couleur, genre... Je dors. Hein. Non, je dis ça pour je m'en fous. Hein, mais pour l'ADN. Ouais, voilà. Ah oui. Tomate. Jus de tomate. Et alors un liquide bleu. Qu'est-ce qu'il y a de bleu?
Il n'y a pas grand-chose de bleu, en fait. Pas grand-chose, hein. Je crois qu'il faut des trucs avec des colorants, genre... Vaut mieux pas boire des boissons bleues. Je pense que c'est pas bon.